Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue sur OFAC TV pour l'émission Les Échos du Paddock, 20e émission, 20 semaines que nous passons ensemble pour tenter de combler ce manque précieux de notre discipline qui nous tient tant à cœur, l'autocross et le sprint car. On a vu et rencontré beaucoup de monde dans le cadre de ces émissions et ce soir, on accueille deux organisateurs de deux épreuves exceptionnelles. On va avoir l'occasion de détailler tout ça avec eux. Je vous rappelle que le chat est ouvert et que vous pouvez poser vos questions en direct. Et bien sûr, nos invités seront ravis de pouvoir y répondre. Et puis, pour compléter vos questions, Patrick Moreau m'accompagnera ce soir pour interroger les organisateurs. Salut Patrick, bienvenue. Oui, bonjour Florian, bonjour les amis. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, tout va bien chez tout le monde. On a pu discuter un peu en off avec les organisateurs pour préparer cette émission. Les organisateurs, ils sont deux. Les premiers, c'est pour Saint-Junien. On accueille Jean Brasseur et Loïc Crouteau. Bonsoir les garçons, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Salut Florian, bonsoir tout le monde. Et on accueille également Henri Navaille pour le circuit de Faleras. Salut Henri, bienvenue. Merci, bienvenue à vous et puis bienvenue aux auditeurs. Voilà, les garçons, on va, comme d'habitude, comme on le fait généralement avec les organisateurs, une petite revue administrative et comité avec Patrick pour parler un petit peu de l'organisation. Oui, voilà, avec deux circuits prestigieux, deux circuits qui ont déjà quelques années, puisque tous les deux sont nés fin des années 70, début des années 80. Il faut savoir que nos amis du circuit de Faleras, donc c'est l'ASA Faleras, présidé par Henri Navaille, donc, qui est le président de la ZACAF. Il fait partie de la Ligue Nouvelle-Aquitaine Sud. Le président de cette ligue, c'est Joël Doval. Alors la Ligue Nouvelle-Aquitaine Sud est la même pour les deux circuits. Un petit peu bizarrement, tu vois, le découpage a été fait de telle manière que Saint-Junien est dans la même ligue. Donc Saint-Junien, là aussi, début 1987, je crois. Et puis ASA Terre de Saint-Junien, le président c'est Jean Brasseur, et donc le président de la Ligue, je viens de vous le dire tout à l'heure, Joël Doval. Voilà, des circuits qui ont un passé prestigieux. Pour Faleras, on a fait ce circuit, à l'origine c'était Jacques Roux, on a bien connu Jacques, et puis Jean-François Dubourg, le papa de Dominique, qui était à l'origine de ce circuit qu'ils ont fait évoluer pendant quelques années. Ensuite ils ont passé la main au conseil général, qui lui-même a passé la main à notre ami Stéphane Zitoun. Stéphane Zitoun qui était un petit peu le sauveur du circuit de Faleras il y a maintenant 3-4 ans. On avait eu une grande frayeur, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce circuit a failli devenir une piste d'essai moto. Heureusement, Stéphane Zitoun a repris ça et avec bien évidemment toute l'équipe de Faleras, ils ont fait revivre ce circuit. Sur ce circuit, on a fait du rallycross, on a fait de l'autocross, on a fait du championnat d'Europe en autocross, on a fait du championnat d'Europe en rallycross. C'est vraiment une piste qui était prestigieuse. On a connu la grande époque Fréquelin-Savy là-bas. On a connu vraiment Ragnotti à ses tout débuts sur la terre. Saint-Junien, pareil, un petit peu le même parcours pour Saint-Junien. Le circuit appartient à la ville de Saint-Junien. Saint-Junien qui met gracieusement à disposition toutes ces installations donc pour nos amis Jean et toute son équipe qui font là aussi un travail d'arrache-pied. Là aussi, il y a eu du rallycross, il y a eu de l'autocross, il y a eu du championnat de France depuis 82. On a également eu donc le championnat d'Europe de rallycross qui a eu lieu à Saint-Julien il y a quelques années. Oui, je vous dis bien, c'était exactement les mêmes voitures qu'il y avait à Faleras. C'était les grandes époques, les grands moments où les Suédois ou les Finlandais venaient courir. C'était quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et puis on fait également du camion cross sur ce circuit de Saint-Junien. Et puis Jean Brasseur, en tant que président de l'ASA, est plutôt titré, lui, on va dire, asphalte, goudron, puisque c'est l'organisateur de deux rallyes. Rallye donc bitume, avec Cieux de Blon, et puis j'ai oublié l'autre, je le savais par cœur tout à l'heure, je l'ai oublié. Vienne-et-Glane. Pardon ? Vienne-et-Glane, le rallye Vienne-et-Glane. Voilà, Vienne-et-Glane, voilà. Vienne-et-Glane, c'était celui que je savais, toi, je l'ai mangé. Voilà. Et donc, voilà un petit peu pour l'historique de ces deux circuits. Merci Patrick pour cette historique complète de ces deux circuits. On va bien sûr revenir sur
les heures de gloire passées de ces circuits, mais les heures de gloire qu'on a pu vivre encore très récemment sur ces épreuves et qu'on vivra bien sûr dès l'année prochaine. On va revenir sur l'historique de nos invités, ces gens qui font aujourd'hui vivre ces circuits, avec Jean, puisque Jean, tu nous confiais en off tout à l'heure que eh bien, tu as découvert notre discipline, l'autocross et le sprint car, relativement récemment. Raconte-nous. Bah oui, en fait, moi je suis rallyman à la base, hein, je fais du rallye et je suis toujours en activité pilote depuis 40 ans, mais l'autocross je ne connaissais absolument pas du tout. Et ma fille habitant à côté de Saint-Junien depuis 2001, c'est à l'occasion de quelques déplacements en venant les voir le week-end qu'on a entendu du bruit pas très loin et qu'on a su qu'il y avait un circuit et que c'est les premières fois comme ça qu'on a été en spectateur voir le rallycross une ou deux fois. Et l'autocross, pardon. Et ensuite, donc, quand je suis arrivé, quand j'ai arrivé dans la région définitivement, donc j'ai commencé à m'impliquer dans l'ASA et en tant que bénévole, avec ma première occupation sur le circuit, c'était s'occuper des buvettes. Avant de devenir le plombier du circuit en remplacement du papa de Loïc d'ailleurs, pour faire les raccordements d'eau. Et donc ça permettait d'être spectateur aussi et d'apprécier la discipline vraiment très spectaculaire, notamment les sprint cars qui m'ont tout de suite vraiment emballé. Merci Jean. Si toi tu as découvert l'autocross et le sprint car un peu tardivement, j'en connais un qui a usé ses fonds de culotte sur les talus des bords du circuit. Loïc, raconte-nous quand et comment tout a commencé. Voilà, moi c'est une longue histoire. Oui, depuis que je suis né, j'ai toujours suivi les courses avec les amis, avec le papa, et puis voilà, et puis on y est resté. Moi, j'ai réellement commencé à suivre les courses en 99 avec Christophe Morichon, qui m'a amené sur les courses. J'avais 13 ans et puis tout est parti de là. Et en 2002, j'ai commencé à rouler. Et je me suis impliqué aussi dans l'ASA beaucoup les dernières années. Maintenant, depuis quelques années, un peu moins. Mais voilà, j'ai fait quelques années en tant que pilote après. Pilote de 2002 à 2014, c'était 2014 réellement, ouais. D'accord. On t'a vu apparaître sur quelques piges hein, lors des dernières années quand même. On continue de se faire plaisir dès qu'on le peut. Oui, c'est une passion avant tout, donc c'est compliqué d'arrêter totalement. Il faut toujours qu'on remette nos fesses dans un baquet. Ouais. Alors raconte-moi Loïc ou précise-moi parce que moi je me souviens de toi en maxi sprint beaucoup dans cette catégorie. Tu as roulé dans d'autres catégories? J'avais commencé à l'époque, c'était la D1 qui s'appelait. J'ai commencé avec les moteurs de 2 chevaux. Donc en 2002 et 2003. Et après, on est passé au GPZ, donc en D3, maintenant la junior. Et je suis passé en 2011 en ER6, que j'ai fait 2011 à 2014 en maxi sprint. Ok, merci Loïc pour cette présentation. Henri, toi aussi, tu es né sur le bord du circuit de Faleras. Est-ce que tu nous racontes un petit peu ton historique? On sait que tu as été aussi un pilote d'exception. Je sais pas, mais j'aimais bien finir devant, quoi, on va dire. J'ai découvert l'autocross, j'étais fouteux, hein. J'ai eu une période de très fouteux jusqu'à 18 ans, l'armée, et sorti de là, mais bon, étant dans la mécanique automobile, j'ai découvert l'autocross par le biais de Faleras. Donc je me suis un petit peu au départ impliqué comme bénévole aux époques glorieuses du championnat d'Europe et tout ça. Et après, en 93, j'ai acheté mon premier buggy et puis je suis parti dans l'aventure de l'autocross jusqu'en 2001. Voilà. Et puis après, on est parti vers le rallycross avec une Clio de chez Fouquet en Détroit. Et puis ça s'est arrêté, la belle histoire, on va dire, en 2017, hein, avec la vente de la voiture. Et suite à des problèmes aussi avec l'entreprise, à gérer l'ensemble, c'est pas évident. Voilà. Plus la reprise aussi comme président du circuit, qui prend quand même énormément de temps. Parce que on a une grosse part d'entretien à faire sur le circuit. Hein. C'est l'association qui entretient 100% du circuit. Donc c'est tous les 15 jours qu'il faut aller recouper l'herbe, entretenir le circuit, et ainsi de suite. Donc voilà, donc ce qui fait que j'ai mis un peu moi mon rôle de pilote de côté pour me consacrer à, je vais dire, mon rôle de président et puis après tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais bon, j'ai mes neveux, un de mes neveux qui roule, Tété. Donc voilà, Jérémy aussi qui fait quelques piges par-ci par-là. Donc on reste toujours dans le milieu de l'autocross. Voilà. Ouais. Et pour l'anecdote,
Ouais, pour l'anecdote, on peut rappeler que quand tu as arrêté ta carrière d'autocross, ton châssis Fouquet est parti pas bien loin du circuit de Faleras. Ça fait découvrir l'autocross à celui qui reste notre dernier champion d'Europe dans la division Super Buggy, hein, notre ami Teddy Baudet. Ouais, Teddy, ouais, qui a racheté l'auto et qui a été champion avec. Donc voilà, Oui. donc bon, c'est une satisfaction, mais bon, après voilà, nous les autos, pour ceux qui nous connaissent, ont toujours été super entretenus à la maison, donc je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à reprocher sur la voiture. Voilà. Effectivement, ça a toujours été des autos très propres. On va discuter avec Saint-Junien un petit peu de l'organisation de cette épreuve. Alors Jean, toi qui es un rallyman et qui connais l'organisation des rallyes, qu'est-ce qui fait la différence pour l'organisation d'une épreuve d'autocross et de sprint car? Parce qu'on le sait, alors sur les rallyes, il y a les assistances qui sont mobiles, forcément les gens se déplacent. Là, il faut accueillir 1500 à 2000 personnes pendant 3-4 jours sur le même site. Ce sont des contraintes plus lourdes. C'est vrai que les contraintes sont complètement différentes. Maintenant, en rallye, les parcs d'assistance, ils sont fixes aussi. Hein. On ne bouge plus comme on faisait il y a une dizaine d'années, même maintenant, même plus. Mais par contre, il y a également nettement moins de monde à gérer en rallye. Le problème de l'autocross, effectivement, nous, c'est la place sur le circuit. Parce que malheureusement, à Saint-Junien, on n'a aucune possibilité de s'étendre. Et donc, c'est la mise en place avant la semaine qui précède l'épreuve, la mise en place de tout le parc et tout ça, c'est ça qui prend quand même beaucoup de temps déjà. Hein, et en sachant que donc ça, c'est à repartir de zéro à chaque fois. Hein, et donc, c'est la première contrainte, la semaine d'organisation, c'est ça le premier boulot à faire. Ensuite, après, effectivement, le reste de l'organisation, c'est prévoir les repas, toute la partie restauration, l'installation des buvettes, tout ça, en sachant que nous, le gros handicap qu'on a, c'est qu'à chaque fois, on repart d'une feuille blanche, pratiquement, il faut tout remonter. Hein, on ne peut rien laisser en fixe de par notre voisinage, vous le savez très bien. Donc, c'est sûr que ça complique la tâche. À chaque fois, on a un boulot monstre à faire pour tout remettre en place, quoi, et réparer ce qui doit être réparé. C'est vrai qu'on est dans des conditions particulières, malheureusement, à Saint-Junien à chaque fois. Il y a un boulot énorme qui est réalisé. Et pour avoir eu l'occasion de rester quelques fois le dimanche soir sur le circuit, je peux vous dire que les bénévoles de Saint-Junien s'activent et que le lundi matin au réveil, il ne reste plus grand-chose de la course sur le site de Saint-Junien. Hein, Loïc? C'est toujours aussi impressionnant, aussi bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, le dimanche, dès que la course est finie, tout le monde s'active, chacun à son poste, pour démonter ce qu'il a monté en général, et on y va jusqu'au bout pour qu'il y ait vraiment le maximum qui soit fait dès le dimanche soir. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens, quand on attaque le vendredi et quand les concurrents commencent à arriver, que ça se remplit et tout, c'est incroyable quand on voit entre le vendredi matin où il n'y a rien et puis quand on arrive le vendredi soir, quand tout le monde s'installe et le samedi matin que tout est plein, c'est vrai que le changement est flagrant. Le changement est flagrant. Du côté de Faleras, on a la chance d'avoir une situation qui est différente avec des infrastructures pérennes et de qualité rare. C'est vrai que je crois que la tour de Faleras fait pâlir beaucoup de tours du sport automobile en général. Il y a peut-être Le Mans qui vous dépasse, mais, mais c'est vrai que vous avez une structure et un cadre magnifiques et fonctionnels du côté de Faleras. Oui, tout à fait. On a vraiment. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, quand le Conseil général avait racheté, il y a eu cette construction de cette tour. Il y a eu le déplacement aussi en même temps de la grille de départ qui avait été fait. Autrefois, on avait la grille de départ dans la ligne droite. Donc voilà, toute la réflexion complète de la piste qui avait été faite. Et après, bon, c'est vrai qu'ils ont fait quelque chose qui est vraiment d'un grand standing, quoi, avec la terrasse, l'ascenseur. Il manque rien, on va dire. Voilà. Après, nous, on est un peu comme aussi pareil, hein, on est un peu comme Saint-Junien. On prépare toujours à l'avance. On a les structures, on a tous les bâtiments qui restent et tout. Mais après, on fait attention aussi de ne pas trop installer à l'avance parce qu'on a quand même un terrain qui est isolé. Ça fait 26 hectares, c'est pas clos. Donc bon, il y a pas mal aussi de choses que l'on met au dernier moment. Et nous, après, les bénévoles, on bosse toute l'année sur le circuit à l'entretenir justement pour essayer d'en avoir le minimum à faire le jour des épreuves.
Donc, je vais dire, les 15 derniers jours avant l'épreuve, c'est là où on fait le gros de la finition du boulot sur le circuit, parce qu'il y a toujours le coup de peinture à mettre à droite, à gauche, finir les talus à rotofil et ainsi de suite. Voilà. Donc, après nous, c'est à peu près le jour de l'épreuve, 150 bénévoles qui sont présents sur le circuit, quoi. Voilà. Tu as anticipé ma question, Henri, sur le nombre de bénévoles. Du coup, je me retourne vers Saint-Junien et Loïc, qui fait désormais partie de ces bénévoles sur les abords du circuit. Il y a combien de personnes qui sont mobilisées sur l'épreuve de Saint-Junien? Le week-end de la course, en fait, la semaine de la course, franchement, là, je n'ai pas trop la réponse directe à te donner. On va se retourner vers notre assistante là, qui va faire. Vous avez par contre, nous, ce qu'il faut préciser, parce que quand j'entendais Henri, nous, ce qu'il ne faut pas oublier de dire quand même, c'est que la ville de Saint-Junien, donc déjà, est propriétaire du circuit, mais la grosse chose aussi, on a des réparations de grillage à faire et tout, mais par contre, tout l'entretien du terrain au niveau taillage, tonte, des talus et tout ça, c'est la ville de Saint-Junien qui nous le fait. Alors, elle ne le fait pas régulièrement en cours d'année, mais que ce soit pour l'autocross ou pour le camion cross, elle nous remet le terrain en état dans la semaine ou les 15 jours qui précèdent l'épreuve, quoi. Donc ça, c'est quand même un boulot qu'on n'a pas à faire, nous, personnellement, au niveau de l'ASA. On a d'autres contraintes, mais on n'a pas celle-là. Parce que c'est vrai qu'Henri, j'imagine que mobiliser du monde tous les 15 jours pour aller entretenir le terrain, les bénévoles... Après, comme je dis à tout le monde, j'ai le noyau dur entre 10 et 15 personnes où, voilà, où on se retrouve après ces 15 jours, ça peut être 3 semaines, ça dépend du temps. Là, l'herbe en ce moment, ça pousse pas. Tu vois, on va y aller ce week-end, on va y aller bosser, parce qu'il y a des endroits qu'on n'a pas fait, voilà, qui nous restent à finir. Mais bon, voilà, on essaye de garder le site propre, parce qu'après, il faut savoir que sur le circuit, il y a aussi une vie en dehors des compétitions. Il y a une vingtaine au maximum. On va venir rouler avec des frigos. D'accord, ok. Alors, Jean et Loïc étaient en train de parler, les garçons. C'est vrai que vos micros ne sont pas coupés, donc quand Henri est en train de discuter, ça couvre un peu, pas de problème, mais c'était votre souffleuse qui est en train de vous donner des infos, je l'ai bien compris. Les garçons, vous êtes à deux époques complètement opposées du calendrier. C'est ce qui fait aussi le charme de vos épreuves. C'est-à-dire que quand on arrive à Saint-Junien, eh bien, tout le monde s'est dégourdi un peu les jambes du côté de Moron, mais quelquefois, et c'est ce qui fait le charme de notre discipline, c'est-à-dire que les favoris sur le papier sont complètement passés à côté de leur épreuve de Moron et donc se réveillent quelquefois du côté de Saint-Junien, alors qu'à Faleras, ben forcément, c'est la finale du championnat et de la Coupe de France Totocross et Sprint Car, et c'est là que se jouent les titres. Alors les garçons, qu'est-ce que ce positionnement dans le calendrier, est-ce que ça vous convient? Alors forcément, je suis sûr qu'on pourrait toujours améliorer, mais en tout cas, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse sur le fait que Saint-Junien est en début de calendrier, donc les garçons et les filles ne loupent pas cette épreuve parce qu'elle est importante dans le calendrier, et puis Faleras, forcément, ne loupe pas non plus la finale. Du côté de Saint-Junien. Moi, je sais pas, j'ai pas trop de point de vue sur cette question, parce que effectivement, quand on fait un parallèle avec le rallye, les premières épreuves, effectivement, tous ceux qui ont des ambitions, ils tiennent à cœur d'être présents pour pas louper les premières manches et essayer de marquer des points. Donc c'est sûr qu'effectivement, de ce côté-là, c'est peut-être un plus. Oui, on a toujours du monde parce que tout le monde veut se rattraper de Moron ou confirmer des performances de Moron. Après, en tant que pilote, moi, et en connaissant beaucoup de pilotes aussi, tout le monde voudrait qu'on soit en dernier. D'accord, ok. À cause du revêtement de Saint-Junien, pour le sablage des châssis. Ouais, mais ça fait le charme aussi. Ah oui, non, mais bien sûr. Dans ces conditions, on peut rouler chez nous. Ouais. En off, il y a le technicien qui a dit que son matériel souffrait aussi un petit peu de l'épreuve de Saint-Junien. Non, peu importe pour le revêtement de Saint-Junien. Alors oui, ça abîme les carrosseries, mais dans tous les cas, les carrosseries finissent abîmées en fin de saison. Alors c'est pas très très grave. Et puis les pilotes surtout disent ça, mais beaucoup d'entre eux utilisent une carrosserie de secours et c'est souvent après l'épreuve de Saint-Junien effectivement qu'ils nous présentent leur nouvelle couleur et leur nouvelle robe. Patrick, toi qui connais très bien beaucoup de circuits, qu'est-ce qui fait la spécificité de chacun de ces circuits? C'est vraiment deux circuits, on va dire, à part. Hein. C'est clair que, quel que soit le temps, que ce soit Saint-Junien, que ce soit Faleras,
on peut rouler, il n'y a pas de souci. Si sur certains circuits, on est obligé de faire un petit peu attention, on est obligé quelquefois de composer avec la météo, là, il n'y a vraiment aucun problème. Si ce n'est peut-être des problèmes de poussière, mais qui maintenant sont relativement bien maîtrisés hein, sur les deux épreuves. Et puis surtout, vraiment, ces deux circuits hyper spectaculaires, hein, avec à Saint-Junien ce virage du raccordement où on reprend la partie bitumée et où les châssis lèvent une roue. Les sprint cars, il faut voir ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quand on les voit passer sur 3 roues, c'est vraiment impressionnant. Et puis Faleras, c'est pareil. Hein. Cette courbe là, juste avant l'arrivée, qui est tellement compliquée à prendre et qui est tellement casse-tête, où il y a tellement de dépassements qui se font, que c'est vraiment deux circuits qui sont atypiques, qui sont, on va dire, un petit peu, non pas hors catégorie, parce qu'il faut un petit peu de tout sur les épreuves du championnat de France en tant que revêtement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui mérite quand même l'attention. Et puis, ben, les réglages, il faut arriver à adapter les réglages, à adapter la motricité hein, sur ces deux circuits, parce que c'est pas de la terre bien lourde comme on a à Moron ou comme on peut avoir à Is-sur-Tille. C'est quelque chose de complètement différent, mais qui a son charme. Moi, j'aime bien. Effectivement, des revêtements différents qui ont leur charme. Patrick et Henri, votre expérience du circuit de Faleras et ce dernier virage avant l'arrivée, il y a quelques titres qui se sont perdus ou gagnés dans cette dernière boucle. Hein. Ouais. Ah, il est compliqué, c'est un virage qui est assez compliqué parce qu'on pense qu'on peut aller rentrer fort et sortir fort et c'est totalement l'inverse. Il vaut mieux rentrer très calme et accélérer très tôt et voilà. pour avoir la meilleure motricité et ressortir le plus droit possible. Et de toute façon, on le voit bien, les gens qui viennent au circuit de Faleras, tous ceux qui font des grandes glissades, en 90% des cas, le petit copain derrière est déjà passé. Donc voilà. Après c'est un circuit de vitesse aussi, parce qu'on a une énorme ligne droite ça arrive très 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 vite. C'est un circuit que voilà, il faut avoir du cœur. Il y a le dévers, il y a ce virage de dévers qui attaque la descente. Il faut bien présenter la voiture aussi, il ne faut pas se louper. Et voilà, donc après c'est vrai que Saint-Julien, moi, il faut y avoir roulé il y a quelques années, il n'a pas évolué comme Faleras au niveau du tracé, mais moi je sais que c'est un circuit que j'aimais bien là, quand on part depuis le fond et quand on revient jusqu'au raccordement, c'est avec une ligne droite, avec ce délestage des autos. Voilà, c'est un peu comme des circuits où quand on allait rouler à Aurel ou des choses comme ça, où on a des sensations. C'est-à-dire, voilà, les circuits avaient des sensations. Un circuit où il n'y a pas de sensation, pour un pilote, c'est pas super agréable. Voilà. Henri, la légende nous parle de 160 ou 180 km/h sous l'arche du circuit de Faleras. Est-ce que tu peux nous confirmer cette légende? Oui, c'est pas une légende. Je pense même que ça a été même beaucoup plus vite à l'époque de Streka et à l'époque du championnat d'Europe où il y avait le team Streka avec les Lancia et ça a été avec Schanke et tout ça. C'était même plus rapide que ça. En rallycross, on a voisiné les 200 km/h en ligne droite. Et on avait à l'époque le départ justement dans la ligne droite. Hein. Donc, pour ceux qui ont vécu et qui ont suivi le mano à mano entre Schanke et Payet, où Schanke fait justement l'intérieur à Payet dans la grande descente. Moi qui étais au bout de la ligne droite, je me suis dit jamais il s'arrête. Il s'est arrêté quand même. Par contre, au drapeau à damier, il a fait un tonneau. Après le drapeau à damier, c'est Bakassat qui l'a arrêté tellement qu'il arrivait vite. Pour ça, quand je dis que ça va très très vite, voilà, Faleras, c'est vrai qu'on a pu voir des accidents. Certes, qui sont violents parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des freins qui lâchent à ce moment-là quand on arrive vraiment super lancé. Hein. On le voit en super sprint et tout ça. Voilà, après, c'est vraiment un circuit à gros cœur. Hein. Voilà, comme je disais à Saint-Just, c'est pareil, il ne faut pas avoir les freins qui lâchent avant de prendre le raccordement parce qu'on sait d'où ça finit. Hein, voilà. Mais bon, ça reste des circuits à sensation. Saint-Junien. Merci Henri. Effectivement, Saint-Junien, c'est vrai que quand ils repartent du fond du circuit, quand ça déleste là, c'est absolument formidable. Et puis alors, ce virage de l'arrivée, ce raccordement, moi j'ai une image. Alors c'est peut-être l'endroit où j'ai crié le plus fort quand j'avais le micro sur un circuit du championnat de France. C'est vraiment cette arrivée à Saint-Junien. Et moi j'ai des images, alors ça remonte, hein, vous allez me corriger les gars si je me trompe, mais je dirais 2011, 12 ou 13, Olivier Duthey avec l'Audi TT bleu, ex-Delaunay,
qui arrivait, mais alors comme un dératé dans ce virage de raccordement. Loïc, je te vois hocher la tête. Est-ce que tu te souviens de ces images aussi? Oui, je m'en souviens très bien de ces images. Olivier était vraiment impressionnant. On avait par moments des impressions qu'il était en 4 roues motrices. Ouais, Il entrait dans ce virage-là, très impressionnant. Ouais. C'était très impressionnant. Et puis, il y a eu des machines surpuissantes aussi qu'on a pu voir rouler sur ce circuit. C'est vrai que les moteurs turbo étaient toujours très impressionnants quand on les entendait arriver du fond du circuit. Là-bas, je me souviens de Teddy Baudet ou de Christophe Régaudière avec les Buggy 4 roues motrices. Là, on a vécu, là aussi, Patrick, de grands moments sur ce circuit. Ouais, de très très grands moments. Et je me rappelle, moi j'ai une petite anecdote aussi du côté de Faleras, où il me semble que c'était Jean-François Blaise, je crois, qui avait pris le moteur, était monté sur le rail, et il avait fait toute la parabolique là, de l'arrivée avec le cul de l'engin sur le rail. Il y avait une cabine parce qu'à l'époque France 3 venait avec un caméraman. Le caméraman avait juste eu le temps de sauter du truc parce que tout s'était fait emmener. Ça avait été vraiment très spectaculaire. Moi, j'ai les souvenirs à l'époque où il y avait les moteurs de F1 qui étaient dedans, les Cosworth d'endurance, avec les voisins, les Turok. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel sur les deux circuits, parce que j'ai les souvenirs sur les deux circuits. J'en ai encore des frissons qui me viennent sur les bras tellement c'était spectaculaire. Vraiment. Et puis, sur ces deux circuits, il y a ce premier virage qui est toujours très impressionnant. Alors, Saint-Junien, parce que les garçons sont comme des dingues, et puis sur un départ asphalte, ils arrivent forcément très très vite dans cette première courbe, qui là encore n'est pas facile à négocier. Et puis, du côté de Faleras, eh bien, ils plongent les garçons avant d'entrer dans cette chicane où là aussi, il faut être bien placé, réussir à s'échapper vite à Faleras, et puis éviter les petits copains qui klaxonnent derrière parce que ça joue quelquefois au pouce-pouce dans cette chicane de Faleras. Mais en tout cas, Henri, cette chicane, c'est vraiment l'image symbolique du circuit de Faleras. Après, oui, elle a été critiquée, on sait, là, il y a un an de ça. On nous avait demandé de faire des modifications, et chose que j'ai refusée parce que les modifications allaient engendrer un problème et bien plus loin, on va dire, au deuxième virage. Les pilotes allaient arriver beaucoup plus vite. Je vais dire, je pense qu'avec mon expérience et la connaissance du circuit, je pense que je savais de quoi je parlais. Et après avoir discuté avec beaucoup de pilotes du club, tout le monde m'a dit que c'était une aberration de couper cette première chicane. Donc, effectivement, avec Gérard Scheck, on a trouvé des arrangements de façon à changer effectivement le sable du bac qui était très poussiéreux. Et voilà. Et donc, l'année dernière, ça s'est passé à merveille. On a eu des accrochages, certes, mais beaucoup moins violents que l'année précédente. Après, on avait, donc après cette chicane, comme je dis, dans tous les circuits, il y a un premier virage. C'est au pilote, à un moment donné, de savoir le moment où il faut freiner. C'est très bien que quand on a mis le casque, on a oublié un petit peu la moitié du cerveau dans le stand. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir que quand on est dernier, on ne peut pas sortir premier. Donc voilà, il faut savoir freiner au bon moment, et après, il ne faut pas se à incriminer systématiquement les circuits. Il y a un premier virage. Pour ceux qui ont regardé le Grand Prix de Formule 1 ce week-end, on a vu ce que ça fait même au deuxième virage, quoi. Donc voilà. Merci Henri. Patrick, je te donne la parole 2 secondes, juste pour vous confirmer que c'était bien en 2013 pour Olivier Dutet. Il vient de nous laisser un petit message sur la page YouTube. On en profite pour l'embrasser, Olivier, qui passe un petit moment pas très sympa depuis quelques semaines. Donc Olivier, on te souhaite un excellent rétablissement, et puis j'espère qu'on aura très vite l'occasion de se recroiser. Patrick, une question peut-être pour les garçons. Oui, effectivement. Non, pour rebondir un peu sur ce que disait Henri, c'est le même problème et à Saint-Junien. On a beau dire aux pilotes, soyez raisonnables, faites attention. Il est clair que c'est dans ce virage-là que les places se font. Il est clair que quand on part devant, quand on est en tête, quand on arrive à gagner une place devant, il n'y a pas de souci. C'est là que tout se fait. Et on peut dire ce qu'on veut. Ça sera toujours sur tous les circuits, quel que soit le circuit. Et ça, il n'y a rien à y faire. Et effectivement. Mais bon, maintenant, effectivement, sur ce premier virage de Faleras, sur la piste de rallycross, on va dire que le problème ne se pose pas. Il est clair que l'enfilade se fait sur la droite, et donc là, il n'y a plus aucun problème. C'est aussi ce qui fait le charme de la piste d'autocross. Tout à fait. Après, voilà, la configuration du circuit est là, et comme ça, effectivement, depuis des années. Après, les voitures, c'est vrai qu'elles ont évolué. Elles ont quand même évolué en bien, je veux dire, par rapport à ce qu'on a pu rouler, nous, à l'époque. Je vais dire, les temps, à quelque chose près, ça se tient quand même. Je veux dire, après, il y a le nombre de concurrents, il y a 15 personnes, il y a 15 pilotes qui prennent un départ en même temps.
voilà, comme je le dis, le gars qui est dernier ou qui est au milieu du troupeau et qui est fermé, ben, je veux dire, au bout d'un moment, il faut mieux savoir freiner pour mieux ressortir et des moments laisser les petits copains devant s'expliquer. Et je pense que les places se gagnent beaucoup plus facilement que d'aller au contact avec les autres. Alors, il est vrai que Saint-Junien serait plus un circuit, on va dire, monotrajectoire. Il est clair que quand on arrive à partir devant, l'occasion de déborder dans le fond du circuit, après, c'est ce qui fait d'ailleurs tout son charme, hein, où c'est vraiment spectaculaire. Quand les voitures décollent, délestent là, juste pour freiner, pour repiquer sur ce bitume, c'est vraiment spectaculaire. Mais il y a quand même des petits moyens, il y a moyen encore d'y arriver à dépasser. Loïc, qu'est-ce que tu en penses, toi qui connais bien cette piste pour la pratiquer depuis longtemps? Oui, après c'est vrai que ben, comme tous les circuits de France maintenant, ça devient un peu mono-trajectoire, surtout après le samedi. Il ne faut pas se cacher, c'est devenu. Les machines sont de plus en plus proches, donc on a moins d'écart entre certaines machines, donc beaucoup plus de difficultés à doubler. Et tout le monde connaît la ficelle et prend les mêmes trajectoires. Donc forcément, la trajectoire va noircir et va rester la meilleure tout le week-end. Après, il y a des circuits, c'est vrai que comme Moron, Saint-Vincent-des-Landes, qui restent un peu avec de la terre meuble sur les extérieurs, on peut faire plus d'extérieur, plus de possibilités de doubler. Mais Saint-Junien, ça reste après, en restant dans les conditions normales, pas de pluie comme on a eu pendant quelques années là, mais il y a des petits endroits où on peut doubler, je vous le confirme. Ouais, pour rebondir également, tout à l'heure, vous parliez de dispositions sur le calendrier. Alors, il est vrai que pour Saint-Junien, eh bien, en le faisant en début d'année, pourquoi? De manière à pas trop solliciter les bénévoles, puisque fin août, il y a le camion cross, et à l'inverse, à Faleras, en début d'année, au mois de mai, c'est le rallycross, et de manière là aussi, ne pas trop solliciter les bénévoles, on fait le championnat de France d'autocross en fin de saison. Effectivement, ce sont les contraintes des organisateurs et des bénévoles. On a eu l'occasion d'en parler très souvent. Il nous reste plus beaucoup de temps parce que l'émission va s'arrêter très précisément à 19h40 ce soir, puisque Jean Brasseur a d'autres contraintes. Jean, je voudrais qu'on parle absolument de ce camion cross et de cette fête du camion à Saint-Junien. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y assister. On m'a toujours dit que c'était absolument formidable. Plusieurs centaines de camions décorés présents et qui paradent dans la ville de Saint-Junien. Les gars, racontez-nous ça pour nous donner envie de nous y rendre l'année prochaine. C'est vrai que le camion cross à Saint-Junien, la fête du camion, c'est une institution depuis longtemps. Donc on a des gens qui viennent de loin, mais qui viennent plus pour la fête du camion que pour la course d'ailleurs, bien souvent. Et par contre, bon, c'est un boulot de fou à organiser, quoi, hein, parce que au niveau, il faut bien voir qu'en camion cross, les concurrents sont peu nombreux. Hein. En concurrent, c'est 35 en moyenne, c'est à peu près 35 concurrents. Par contre, au niveau camion, effectivement, il y a tout le parc A là, qui est connu du monde de l'autocross. Là, tout le parc A, donc c'est le parc expo des camions décorés. Et donc, c'est vraiment quelque chose, quoi. Avec toutes les lumières la nuit, quand ils sont tous éclairés et tout, le défilé avec les klaxons et tout, c'est vrai que c'est quelque chose. Ouais, ça a toujours été chez nous le camion cross, une grosse fête. Moi, étant du milieu d'autocross, les camions, ils abîment la piste et tout, mais non, mais c'est vraiment des week-ends à vivre en camion cross parce que c'est le milieu du routier est vraiment familial encore plus que l'autocross en fait. Et nous, on le voit en point de vue spectateur, l'écart qu'on a entre le nombre de spectateurs qui viennent voir le camion cross et le peu de nombre qu'on a pour l'autocross, c'est énorme. C'est énorme. C'est flagrant, effectivement. La contrainte qu'on a du camion cross, par contre, c'est que là, c'est un petit peu un souci actuel, c'est qu'il y a nettement moins de manches du fait qu'il y a moins de concurrents et donc il faut doubler l'épreuve avec autre chose pour arriver à avoir une animation permanente pendant le week-end. Et voilà quoi. Donc ça, c'est un peu. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors moi, pour avoir fait l'animation justement sur le camion cross, il y a quelques années de ça maintenant, je peux te dire qu'il y avait mon ami Roland qui faisait l'animation, lui, du camion cross. Et moi, si tu veux, je faisais un peu la foire commerciale. C'est-à-dire que je passais chez les concessionnaires. Hein, l'organisation, vous voyez, parce que ce qui faisait le succès, c'était que tous les concessionnaires poids lourds,
de Limoges et autour, chacun se battait, venait payer pour avoir son emplacement. Hein. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher les gars, là, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hein. Moi, j'avais jamais vu ça. Et je récupérais mais alors, plein de gadgets et je passais au milieu des spectateurs et je distribuais ça. Mais tu aurais vu, mais c'était une folie. Il y avait plus de 10 000 spectateurs. C'était quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant parce que bon, ça se trouve, l'organisation se trouve en même temps que ça doit être. On a une épreuve d'autocross ici sur Tignes ou je ne sais plus, ou Stenbourg, donc on ne peut plus y aller. Stenbourg, hein, voilà. Et donc, vraiment, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Et le camion, le défilé dans Saint-Junien, c'est-à-dire que les premiers camions ont été rendus dans le bas de Saint-Junien et les camions la fin était encore sur le circuit. Hein. C'est-à-dire que c'était un bazar. Moi, j'ai connu ça à l'époque où la déviation n'était pas encore en place. Oui. Je peux t'assurer que Saint-Junien, c'était infâme. Il ne fallait pas y aller. Il ne fallait pas y aller là, effectivement. Ouais, non, on a essayé d'améliorer les choses justement au niveau du circuit, du tracé du circuit en ville, pour éviter justement un peu trop les bouchons quand même, même si maintenant il y a la 4 voies, donc au niveau de la circulation globale, Angoulême-Limoges, ça ne la gêne pas. Mais par contre, c'est vrai aussi que malheureusement, c'est un petit peu en perte de vitesse. Il y a moins de camions décorés, donc malheureusement, l'ambiance a tendance un petit peu à baisser par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. C'est la seule chose qu'on peut nous souhaiter, en tout cas. Enfin, c'est toujours un grand succès pour le camion. Et puis, si on pouvait récupérer un petit peu de spectateurs pour l'autocross et le sprint car, on va pas s'en priver. Les garçons, il nous reste 4 minutes, donc on va commencer à conclure. Moi, j'ai une question. J'ai l'habitude de demander aux pilotes quel est leur circuit préféré, et j'aimerais moi avoir votre ressenti sur votre catégorie préférée, ou peut-être même votre pilote préféré, parce qu'on a le droit d'avoir un pilote préféré. C'est pas interdit et c'est pas tabou. Henri, peut-être du côté de Faleras, quelle est la catégorie qui t'impressionne le plus et le pilote? Autocross. Oui. Autocross, ouais, c'est les Buggy 1600. Hein. Buggy 1600 et puis Vincent Mercier qui est impérial quand il roule en championnat de France. Il est nettement au-dessus du lot en termes de pilotage. C'est un pro. Voilà. Et c'est vrai que Vincent, tout juste titré l'an passé, était venu s'offrir une dernière pige à Faleras et c'est vrai que ça avait été un bel événement. Merci Henri pour ta réponse. Du côté de Saint-Junien, les gars. Vas-y, toi en tant que pilote, réponds en premier. Moi, en tant que pilote, moi ma catégorie qui me fait vraiment rêver, c'est la Buggy Cup. D'accord. La Buggy Cup parce que c'est un pilotage qui est très fin. Henri peut le dire, qui a roulé là-dedans. C'est un pilotage qui est très fin. À rouler, je pense que j'ai pris un énorme plaisir l'année dernière avec la machine de Christophe Morichon qui m'est gracieusement prêtée l'année dernière en Buggy 1600. C'est un pied énorme. Mais vraiment, point de vue technique pilotage, la Buggy Cup me plaît énormément. Ok. Jean? Moi qui ne connais pas grand-chose dans ces engins-là au volant, quand je suis arrivé à Saint-Junien, donc les premières années, où j'étais vraiment ébloui, c'est par les super sprints. Enfin, les sprint cars en général, mais les super sprints. À l'époque, je m'occupais de ce qu'on appelle la buvette Charlot, si ça parle à Patrick. Hein, oui. Et là, les voir tous sortir en éventail dans la grande courbe à fond et tout, là, c'était un spectacle magnifique, quoi. Et donc ça reste vrai. Moi, quand on me pose la question, c'est sûr que c'est les super sprints. Et puis après, je vous rejoins aussi sur les Buggy 1600, il n'y a pas de problème. Je suis moins fan des véhicules carrossés, quoi, on va dire. C'est bon. Et puis moi, qu'est-ce que vous voulez? Bon, moi, je reste quand même un puriste de l'automobile classique, je dirais. Donc savoir qu'une Clio a un moteur de Nissan en dessous ou une 205, un moteur Porsche, c'est Le puriste passionné à parler. Mais comme moi, je n'imagine pas un sprint car rouler sur l'asphalte. Hein, c'est pareil, tu vois, chacun a son cadre de référence. Patrick, un mot s'il te plaît. Oui, oui, quoique, faut en parler à Xavier Boer, quoique, un sprint car sur l'asphalte. Oui, écoute, qu'est-ce qu'il souhaite pour l'avenir, Henri, par exemple? Qu'est-ce qu'il voudrait qu'il change? Qu'est-ce qu'il veut qu'on aménage? Pour lui, qu'est-ce que ça serait changer en termes de quoi? De réglementation? Je sais pas. Ce que tu veux. Lâche-toi. Je lâche.
Non, après, changer, bah, il faut que je pense que c'est la mentalité, un peu, pour avoir un peu plus de spectacle et du beau spectacle, c'est un peu la mentalité de certains pilotes, il faut qu'elle change et qu'ils deviennent beaucoup plus sportifs entre eux. Parce que à l'arrivée, c'est qu'un titre de champion de France, on va courir après les victoires, mais au moins, la victoire est plus belle qu'un titre. Donc, il vaut mieux aller chercher des belles victoires plutôt que d'avoir des massacres de voitures. Donc voilà, je demande juste à certains des pilotes de se raisonner à un moment donné quand on met le casque, et de dire, après tout, on vient passer un bon moment avec des potes, on met de l'argent, certes. Je connais, je sais que voilà, j'étais une teigne aussi sur les courses. Je ne pense pas que j'ai fait grand mal à beaucoup de monde, mais voilà, il faut juste que les gens prennent ça comme un plaisir au départ on n'est pas sur un ring de boxe et ni dans un défouloir. Voilà. D'accord, et Jean, Oui. pour toi, même question. Oui, mais je suis désolé, j'ai pas fait attention, j'ai pas écouté la question. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, pour l'avenir? À part des spectateurs, bien sûr. On en est tous là. Oui, c'est sûr que nous, on a toujours un peu un déficit et on a toujours du mal un petit peu à avoir du spectateur. Donc après, ça se reprend sur les finances. Hein. Surtout qu'on a quand même investi lourdement sur le circuit dernièrement. Donc, mais après, non, j'ai pas vraiment là les disciplines en elles-mêmes telles que ça se passe. Après, nous, on a la contrainte de place, comme je le disais tout à l'heure. Donc, quand on a vu avec les réductions de nombre et tout qui ont été instaurées depuis l'année dernière, bon, on n'a pas vu le résultat cette année parce que malheureusement, ça a été annulé. Mais je pense que nous, de toute manière, on est au maximum au niveau emplacement sur le parc. Donc voilà, quoi. Non, sinon, que ça continue comme ça. Bon, ouais. Florian. Vas-y, Loïc. Pardon. Moi là, sur la chose dans l'avenir, ce que je voudrais qu'il évolue, c'est qu'on n'ait plus nos voisins. et ça ferait évoluer le circuit, on aurait beaucoup moins de temps à passer et ça dépiterait beaucoup moins de bénévoles que. Ouais, bah oui. C'est vrai. C'est compliqué de refaire toujours les mêmes choses, c'est ça. Bah, écoute, le message est passé. Je ne sais pas si les instances dirigeantes de la municipalité de Saint-Julien nous suivent, mais en tout cas, le message est passé. Merci les garçons pour cette émission. On a passé un bon moment, on a appris à vous découvrir et ça c'est très bien parce qu'effectivement les pilotes et les accompagnateurs connaissent les circuits mais n'ont pas toujours de visage à mettre derrière les circuits. Donc c'est tout l'objet de ces émissions consacrées aux organisateurs. Je vous rappelle que cette émission sera disponible dès ce soir en replay sur la page OFAC TV et dès demain sur la page FFSA TV. Pour être informé du prochain direct, eh bien vous cliquez sur le pouce bleu et sur la cloche pour suivre la prochaine émission qui aura lieu lundi prochain où nous recevrons 2 pilotes exceptionnels. Je ne vous en dis pas plus. On vous passera l'affiche dans le week-end. Je remercie la société Mastermast et Didier Rodrigue pour la mise à disposition des moyens techniques, à Block Design pour l'affiche publicitaire et Dominique Nézère pour la fourniture des images pour le générique. Impossible de conclure cette émission avec Saint-Junien sans avoir une pensée pour notre copain Fred. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur OFAC TV. Salut. Bon. Salut. Bonne soirée.